Ce cours s'adresse aux élèves de terminale F1 et terminale E des lycées techniques. Je suis Eric Assi, enseignant d'automatisme industriel. Nous avons ici un graphe 7, point de vue partie commande. Et sur ce graphe 7, nous pouvons voir des actions internes, donc C1 ici, et L1. Nous avons également des actions externes, 1D+, 2KM, 1D-. On a également des boutons poussoirs, donc 4SM et init, ainsi que des capteurs. Donc ici, des capteurs à commande mécanique, un détecteur photoélectrique. Alors, ces différents éléments doivent être connectés aux entrées-sorties d'un automate. Alors, ici, vous avez donc une image de l'automate sur lequel nous allons travailler, un automate Tuido de Schneider. Donc ici, une représentation, voilà, de l'automate qu'on a vu tout à l'heure. Alors, donc ces différents éléments doivent être connectés aux entrées et sorties de l'automate. Donc ici, on a les entrées où il faut connecter les capteurs. Il faut les brancher ici. Et ici, nous avons les sorties où il faut brancher les préactionneurs, c'est-à-dire les distributeurs, les contacteurs, des voyants éventuellement. Alors, une fois connecté, l'automate doit, au niveau des sorties par exemple, envoyer à un moment donné le signal de commande exactement sur la voie qui correspond. Si c'est une entrée, alors l'automate doit faire la lecture au niveau de l'entrée qui correspond au capteur spécifié. Donc sur le graphe 7 par exemple ici, voilà, on peut voir que à l'activation de l'étape 5, l'automate doit envoyer un signal de commande vers la bobine du distributeur, donc un D- ici. Alors, si un D- est branché sur la sortie, prenons une sortie quelconque, par exemple la sortie 3 ou 4, donc prenons 3. Si donc un D- est branché sur la sortie 3, il faut que à l'activation de l'étape 5, l'automate puisse envoyer exactement le signal sur la voie concernée où le distributeur est branché. Alors pour faire ce travail, l'automate va manipuler donc les adresses de ses sorties et ses entrées. Alors, comment écrire correctement dans le programme les adresses de ces variables d'entrée et sortie? On a également sur le graphe 7 des étapes. Donc, comment manipuler les adresses de ces étapes? Comment les écrire correctement d'abord? Alors, dans ce cours, nous allons nous efforcer de vous aider à écrire correctement les variables, les adresses des variables d'entrée et sortie, ainsi que les variables internes pour un automate Tuido de Schneider. À partir d'un graphe 7, point de vue partie commande, écrit les adresses des variables pour un automate Tuido de Schneider. Alors, ce cours va s'articuler autour des objets langage de programmation des automates Tuido de Schneider. On va donc s'intéresser particulièrement aux objets bits, les objets mots, les adresses des entrées et sorties. Alors, regardons de près le premier point, les objets bits. Prenons l'équation logique S égale
à, donc S égale à A et B. Donc, dans cette équation logique, A est une variable binaire, B également. Donc, leur contenu ne peut être que 0 ou 1. Pour manipuler donc ce type de variable, l'automate va utiliser des adresses des objets bits. Alors, quelle est la syntaxe fournie par le fabricant? On commence par le symbole pourcentage, suivi du type d'objet, et enfin le numéro de l'objet. Au niveau du type d'objet, il y a 3 types. Sinon, on va s'intéresser à 3 types d'objets pour ce cours. On a les bits internes, les bits système et les bits étapes. Alors, c'est quoi un bit interne? Ou bien, quand est-ce qu'il faut utiliser un bit interne? À quel moment parler de bit interne? Regardons cette équation. E égale à A et B et K. Voilà. Il faut aller vite. Nous pouvons remarquer qu'il y a beaucoup de variables dans cette équation. Ce n'est pas sûr que le logiciel TuidoSuite puisse nous permettre d'écrire toutes ces variables-là sur une seule ligne. Il faut donc découper l'équation. On va donc prendre A et B et C et D et F et G. On va effectuer cette première opération et stocker le contenu dans une variable interne. Donc on fait d'abord cette opération, on fait d'abord ce calcul. On va stocker le contenu dans une variable et on va combiner le contenu, sinon le résultat de cette opération à ce qui reste. Ce qui reste, c'est H, et I et K. Donc, comme on ne peut pas mettre tout ça là sur une seule ligne, on a dû utiliser une variable interne qui va permettre de stocker le résultat d'une partie de ce calcul avant de donner le résultat de l'équation. En ce moment-là, la variable utilisée M est une variable interne. Alors, comme on écrit son adresse, le fabricant nous dit, on met simplement pourcentage, suivi de M pour bit interne, et on met le numéro. Ici, j'ai mis 2. Ça commence par 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Alors, les bits système, ce sont des bits fournis par le fabricant. Ces bits-là donnent des informations d'état et de contrôle de l'automate. Par exemple, le bit système pourcentage S21 permet d'initialiser le graph set. Donc, lorsque ce bit est à 1, eh bien, l'automate met le graph set dans sa situation initiale, c'est-à-dire l'automate active l'étape initiale et désactive les autres étapes. Pour le bit système pourcentage S22, lorsqu'il est à l'état 1, eh bien, l'automate met le graph set dans une situation vide, c'est-à-dire que toutes les étapes sont désactivées. Le bit système S23 permet de figer le graph set, c'est-à-dire que l'étape sur laquelle on était au moment où S23 passe à l'état 1, eh bien, l'automate maintient le graph set sur cette étape. Tant que S23 est à 1, il n'y a pas de possibilité d'évoluer. Donc, il y en a beaucoup il y en a plusieurs autres. Donc, il suffit de consulter la documentation du fabricant pour avoir les éléments d'information sur
les différents bits système. On a dû le remarquer sur le graphe 7 de départ. On a des étapes. Nous savons qu'une étape, soit elle est activée, soit elle est désactivée. 1, 2, 3, 4 et 5 ici. Donc, l'état possible de ces étapes, c'est 0 ou 1. On parle alors de bit étape. Alors ces bits étapes-là, pour écrire leur adresse, il faut utiliser pourcentage suivi de hit pour bit étape et on ajoute un numéro. Alors, généralement, on fait correspondre le numéro de l'étape. Donc, 5 ici pour l'étape 5. Alors, c'est juste un numéro qu'on attribue. Il y a des cas particuliers. Alors, on a vu sur notre graphe 7, par exemple, à l'étape 3, lorsque l'étape 3 est active, l'automate lance une temporisation. Alors, donc, il se met à compter le temps. Alors, ici, on a 8 secondes slash I3. Si le temps écoulé n'atteint pas 8 secondes, c'est-à-dire avant 8 secondes, cette réceptivité est fausse. Mais si le temps écoulé atteint 8 secondes, donc le temps, l'automate compte jusqu'à 8 secondes, à partir de 8 secondes, eh bien, cette réceptivité-là devient vraie. Donc, la réceptivité que nous avons ici, il y a deux états possibles. Soit l'état c'est 0, lorsqu'on n'a pas atteint les 8 secondes, soit c'est 1, lorsqu'on a atteint les 8 secondes. On parle alors de bits de bloc fonction tempo. Comment écrire l'adresse d'une telle variable? Eh bien, le fabricant nous dit, on met pourcentage, donc ici, pourcentage, TM, I comme numéro du bit, point Q. Donc ici, on met pourcentage TM 1. Donc, on fait correspondre à ça. Ce n'est pas obligatoire. On peut commencer par 0. Donc, pourcentage TM1.Q pour l'adresse de cette réceptivité. Alors, pour les compteurs, c'est pareil. On peut le voir à l'étape 4. L'automate se met à compter le signal de S. Alors, la réceptivité C1 égale à 20 correspond à quoi? Si le signal compté ici est inférieur à 20, cette réceptivité est fausse. Mais si le nombre compté atteint 20, alors cette réceptivité devient vraie. Donc on a ici une variable dont le contenu ne peut être que quoi? 1 ou 0. Donc on a 1 lorsqu'on a atteint les 20 éléments et on a 0 lorsqu'on n'a pas encore atteint les 20 éléments. Alors, comment écrire l'adresse d'une telle réceptivité? Eh bien, le fabricant nous dit pourcentage CI.D. I pour le numéro du compteur. Donc, ici, j'ai pourcentage. Voilà pour cet exemple, pourcentage C1. On aurait pu commencer par C0. C1.D. Donc, pour les tempos, c'est point Q. Et puis, pour les compteurs, c'est point D. Le deuxième point de notre cours va s'intéresser aux objets mots. Dans le premier point où nous avons parlé des objets bits, on avait affaire à des variables dont le contenu est soit 0, soit 1, donc vrai ou faux, 0 ou 1. Mais ici, j'ai besoin d'utiliser des entiers dans un programme. Donc, par exemple, 1000, 3000, 4000, 5000, moins 10 000, moins 30 000. Je ne peux pas stocker ces valeurs-là dans un objet bit. Il me faut donc utiliser des objets mots.
je peux avoir besoin également de stocker des messages alphanumériques. Donc, en ce moment, je n'ai pas affaire à des valeurs binaires. Il me faut donc utiliser des objets mots. Alors, le fabricant nous dit, dans ce cas, pour l'adresse, il faut écrire pourcentage, type d'objet, suivi de W pour les mots, donc syntaxe des mots, et le numéro. Donc, pour les types d'objets, dans ce cours, on va s'intéresser à 3 types. Donc, les mots internes. Donc, si c'est un mot interne, je mets M à la place de type d'objet. Ça peut être également un mot, ce qu'on appelle un mot constant, donc K. En ce moment, je mets type d'objet, je mets K. Ça peut être un mot système, en ce moment, je mets quoi? S à la place de type d'objet. Alors, à quel moment parler de mots internes? Je suis, par exemple, sur un graph set où j'ai un premier compteur pour compter, disons, des cartons, un deuxième compteur, par exemple, pour compter, disons, des cahiers. Donc, j'ai 2 groupes d'éléments à compter. Et puis, dans l'évolution du graph set, à un moment donné, je veux connaître le total des différents objets, donc de tout ce que j'ai compté. En ce moment, je vais faire appel à un mot interne. Donc, je fais la somme des 2 entiers et le résultat sera stocké dans une variable qu'on appelle mot interne. Parce que là, j'ai des valeurs, mais ces valeurs-là ne sont pas, ce n'est pas une affaire de vrai ou faux, donc 0 ou 1. Ce sont des valeurs intermédiaires qui vont changer, n'est-ce pas, pendant l'exécution du programme. Donc ces valeurs-là changent. J'ai 2 cartons plus 5 mangues, et du moins 5 cahiers plutôt. Alors, vous voyez que le total, eh bien, ce n'est pas une affaire de vrai ou faux, mais le total, c'est des valeurs donc intermédiaires que je vais obtenir au fil du temps. Hein. Il faut stocker ce total-là dans ce qu'on appelle un mot interne. Ici, pour écrire l'adresse, on va mettre pourcentage M pour les mots internes, W qui est la syntaxe des mots, et puis 15. 15 c'est le numéro, 15 ce n'est pas le contenu de ce mot, mais c'est le numéro attribué à ce mot parce que dans un programme, on peut avoir plusieurs mots internes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 mots, ainsi de suite. Donc ça c'est le numéro qu'on attribue, ce n'est pas le contenu. C'est-à-dire ce n'est pas la valeur du mot, mais c'est plutôt le numéro du mot. Les mots constants. Alors, si j'ai un entier à stocker, mais il se trouve que dans l'exécution du programme, c'est-à-dire une fois que j'ai fini d'écrire le programme et que j'ai transféré dans la mémoire de l'automate, dans l'exécution, il se trouve que la valeur en question ne va pas changer. Donc, si j'ai besoin d'utiliser une valeur qui est une constante qui ne va pas changer lors de l'exécution du programme, je vais utiliser ce qu'on appelle un mot constant pour stocker cette information, pour stocker cette valeur. Donc, c'est une valeur qui ne va pas changer dans l'exécution du programme. Dans ce moment, mes pourcentage KW26. Pour les mots système, le fabricant fournit, n'est-ce pas, des mots qui vont donner des informations d'état et de régulation de l'automate. Par exemple, lors de la coupure du secteur, donc de l'électricité, du courant qui alimente l'automate peut faire quoi? L'automate peut stocker l'heure et la minute à laquelle il y a eu la coupure. Il va stocker cela dans un mot système, pourcentage SW55. Donc ça, c'est fourni par le fabricant. Et c'est cette variable, donc c'est cette variable qui va stocker chaque fois l'heure et la minute de la dernière coupure, si éventuellement il y a coupure.
Ok. Alors, on a des cas particuliers. Revenons sur notre graphe 7. Prenons cette réceptivité. Cette réceptivité, on le sait, soit elle est vraie, soit elle est fausse. Ok, 8 secondes slash I3. Cette réceptivité, soit elle est vraie, soit elle est fausse. Mais on sait qu'à l'activation de l'étape 3, la tempo, donc l'automate se met à faire quoi? À évaluer le temps. Et il va évaluer le temps jusqu'à combien? Jusqu'à 8 secondes. Alors, donc, si on atteint 8 secondes, cette réceptivité devient vraie. Si on n'a pas atteint les 8 secondes, eh bien, elle est fausse. Mais les 8 secondes, donc, constituent ce qu'on appelle la valeur de consigne. Ça, c'est la valeur de consigne, 8. Ça, on aurait pu utiliser quoi? 10 secondes, ça dépend du système étudié. Donc, la valeur de consigne doit être stockée dans un mot. Donc, ce n'est pas... cette valeur-là, ce n'est pas une affaire de c'est vrai ou bien c'est faux, mais c'est un nombre, c'est un entier. Il faut stocker ça dans un mot. Alors, donc la variable qui va permettre de stocker ça, donc c'est un mot. On va simplement, pour faire l'adressage de cette variable, on va mettre pourcentage, ok, TM, 1 pour le numéro de cette tempo, point P. Alors, on est en train d'évaluer le temps. Donc, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, l'automate est en train d'évaluer le temps. Donc, à chaque instant T, il y a une variable qui permet de stocker le temps écoulé, donc le temps évalué. Donc, à 1 seconde, la variable, son contenu, c'est 1. À 2 secondes, cette variable-là, son adresse, c'est pourcentage tm1.v. Donc, on a la valeur de consigne ici. Et puis, on a ici la valeur courante. Donc, à chaque instant t, le temps évalué ici, à chaque instant, et du moins, la valeur de consigne est ici. Donc, à chaque instant, on a la valeur courante, donc le temps évalué. Et puis ici, on a la valeur de consigne, c'est-à-dire on veut compter jusqu'à combien de secondes. C'est pratiquement la même chose au niveau des compteurs. Ici, par exemple, au niveau de cette réceptivité, on a C1 égale à 20. Donc, soit on a atteint 20 éléments, soit on n'a pas atteint. Donc, on a une réceptivité qui est soit vraie, soit fausse. Mais elle est vraie si on atteint 20 éléments. 20, donc, est la consigne. Donc, la valeur de consigne ou bien la valeur de présélection. Il faut stocker, donc, cette information-là dans quoi? Dans un mot. Donc, parce que il faut qu'on sache, on veut compter jusqu'à combien. Donc, il y a un mot dans une variable qui va permettre de stocker ça. C'est pourcentage C1.P. Permet de stocker quoi? La valeur de consigne 20. Mais à chaque instant, donc on compte jusqu'à 20, à chaque instant, il faut qu'on sache on a compté combien. Et bien, il y a une variable qui va permettre de stocker cette information. Donc, à chaque instant t, on en a compté combien. Et bien, cette valeur, qui est la valeur courante du compteur, donc son adresse est pourcentage C1.V. Donc, V pour les valeurs courantes et puis P pour les valeurs de consigne ou encore valeur de présélection. Alors, au troisième point de notre cours, on va parler de l'adressage des entrées et sorties. On se souvient que notre automate a des entrées. Ok, donc voilà, la première entrée donc 0, 1, voilà, donc jusqu'à 23 ici. Et puis on a également des sorties. Alors, on peut le voir ici, donc sur la représentation, donc le schéma. Donc ici, on a des sorties, ok, voilà, des sorties ici. Et puis on a
les entrées ici. Ici également, on a des sorties, donc des sorties à transistor. Alors, le fabricant dit, pour écrire les adresses de ces entrées-sorties, on va utiliser un espace et de syntaxe. Donc, pourcentage précise le type d'objet. Au niveau du type d'objet, on a soit une entrée, soit une sortie. Donc, les entrées, c'est pour les capteurs, des boutons pour soi également. Et puis, les sorties pour les préactionneurs, donc distributeurs ou bien contacteurs. On peut avoir également des voyants. Voilà, donc ça dépend des éléments qu'on a dans le système. Enfin, ensuite, on précise la position de l'automate. Donc, it, pour la position de l'automate, on a fait soit un automate maître, soit un automate de liaison distante, donc un automate esclave. Si c'est un automate maître, it prend la valeur 0. Si c'est un automate esclave de liaison distante, it prend la valeur 1 pour le premier, 2 pour le second automate de liaison distante, jusqu'à 7. Donc, on peut aller jusqu'à 7 automates esclaves de liaison distante. On met point. Y nous permet de définir si on a fait un automate qui est module de base ou bien un automate qui est module d'expansion. Donc, sur un automate qui est module de base, on peut connecter jusqu'à 7 modules d'expansion ou bien modules d'extension. Donc, on ajoute un premier, deuxième. Alors, tout à l'heure, on va voir, on va bien comprendre cela, c'est-à-dire c'est quoi le module de base, c'est quoi le module d'expansion. Et puis, on met point. Après avoir précisé si c'est module de base ou bien expansion, on met point. Et on met i pour préciser le numéro de la voie. Donc, on a vu tout à l'heure sur le schéma, il y avait plusieurs voies. Ici, donc, on a au niveau des sorties, sortie à transistor, donc première sortie à transistor, deuxième sortie à transistor, ici, première sortie à relais, donc sortie à relais, des sorties à relais, ainsi de suite. Ok, donc ça, ce sont les numéros des voies. Donc 0, 1, 2, 3, donc ce sont les numéros des voies, donc les numéros des sorties. Et puis ici, on a les numéros des entrées de 0 jusqu'à 11, de 12 jusqu'à 23. Ok, donc ça c'est I, en précisant le numéro de chacun. Alors, si nous sommes dans une configuration où on a un automate maître qui est en liaison distante avec des automates esclaves, l'automate maître, la valeur de it c'est 0. Les automates de liaison distante, donc le premier automate, le it, la valeur c'est 1. Pour le deuxième automate de liaison distante, c'est 2. Et on peut aller jusqu'à 7. Donc, on est dans une configuration où on a un automate maître qui est en relation avec quoi? Des automates esclaves de liaison donc distante. Donc, on a un automate maître qui a le programme et qui utilise les entrées et sorties des automates de liaison distante qui sont des automates esclaves. Alors, si nous sommes dans une telle configuration, comment faire l'adressage des entrées et sorties de ces différents automates? Prenons par exemple la voie numéro 2 des sorties. Donc, si on prend la voie numéro 2 des sorties, prenons ça ici par exemple, la voie numéro 2 des sorties, on va dire quoi? Pourcentage Q parce que c'est une sortie, 0 parce qu'on est sur l'automate maître,
donc le X va faire 0. Au niveau du Y, on a affaire au module de base, donc 0. Et le numéro de la voie, donc le I, il fait quoi? 2. Donc on a pourcentage Q 0.0.2. Si c'est l'entrée dont le numéro est 8, donc le numéro de la voie, on va dire quoi? Pourcentage I, 0 pour It parce qu'on est sur l'automate mètre, 0 pour Y parce qu'on est sur le module de base, et puis 8 pour le numéro de la voie. Ok, allons sur l'automate esclave de liaison distante, donc le premier automate de liaison distante. On a donc ici pourcentage, ok, si on est sur une sortie, si on est sur une sortie, on va mettre quoi? Q, ok, on va mettre quoi à la place de it, donc quelle est la valeur de it ici? On est sur le premier, ok, automate esclave de liaison distante. Donc, it, c'est 1. Ce n'est pas le module de quoi? Le module mètre, du moins, l'automate mètre. Donc, 1, ici, pour it. Et Y, alors, il faut préciser que lorsque nous sommes dans la configuration d'automate mètre, qui est avec des automates esclaves de liaison distance, le Y est toujours 0. Il faut bien le remarquer. Alors, le Y, il est égal à 0 parce que sur les automates de liaison distante, on ne peut pas ajouter des modules d'expansion. Je le répète, sur les automates de liaison distante, on ne peut pas ajouter de module d'expansion. Donc, ce qui fait que Y est toujours 0. Sur les modules de liaison distante, on ne peut pas ajouter des modules d'expansion. Donc ici, je vais avoir quoi? Pour la sortie numéro 7, je vais mettre pourcentage Q1 point 0 pour Y, ok, point 7. Si c'est une entrée, on va dire quoi? Pourcentage I1 pour premier module, un premier automate esclave de liaison distance, donc 1, point 0, je l'ai dit, Y, il fait toujours 0, point 3. Bien sûr 0 parce qu'on est dans cette configuration d'automate mètre avec automate de liaison distante. Et voilà, on fait pareil, ok, pour le deuxième, pour le troisième, jusqu'au dernier. Alors donc on peut avoir un module mètre avec soit 2 automates esclaves de liaison distante seulement, donc c'est pas forcément jusqu'à 7, ça dépend du nombre d'entrées-sorties dont on a besoin. Deuxième configuration possible, deuxième configuration, on peut avoir un automate mètre ou de base, donc un module de base, avec des modules d'expansion. Donc j'ai un automate de base auquel on a connecté des modules d'expansion avec un câble. Donc, premier, le module de base, on met un module d'expansion, sur dessus jusqu'à 7. Alors, dans ce cas, essayons d'écrire l'adresse de la voie numéro 2, c'est-à-dire la sortie dont le numéro est 2. On va mettre quoi? Pourcentage Q 0 parce que il est module de base et mètre. Donc il est ici module de, il est mètre, donc je mets 0. Il est aussi le module de base, je l'ai dit, donc module mètre, donc il est mètre ici, il est module de base aussi, donc 0, point 2 comme numéro de la voie. Si c'est une entrée, donc l'entrée dont le numéro est 8, ça va dire pourcentage I 0.0.8.
Allons sur le premier module d'expansion qui est connecté, donc qui est relié avec un câble à cet automate. Ça va être quoi? Pourcentage. OK. 0. 0 pour it. Point 1. 1 parce qu'on est sur le module d'expansion. Point 7. 7 qui est le numéro de quoi? De la sortie. Donc, sortie numéro 7. OK. Alors, pour le deuxième module d'expansion, on fait pareil. Q0.2, deuxième module d'expansion. Septième module d'expansion. Donc, troisième module d'expansion, quatrième jusqu'à 7. OK. Et pour chaque fois, on précise quoi? On précise le numéro de la voie à la fin. Alors, ce qu'il faut noter ici, c'est que quand on est dans cette configuration, donc j'ai un seul automate maître qui est à la fois module de base auquel j'ai connecté des modules d'expansion. Le it est toujours égal à 0. OK? Donc, en ce moment-là, on peut absorber le it. Donc, il s'agit de modules d'expansion reliés à quoi? À un automate maître. Donc, le it est toujours 0 pour tous. Ils sont tous connectés à l'automate maître. Donc, en ce moment-là, on peut absorber le 0. Donc, pourcentage Q0.0.2. OK? Il devient pourcentage Q0.2. Donc, on absorbe 0 d'ici. Pareil pour le I. Donc, on absorbe celui-là. Donc, ça reste 0,8 ici. Ici, c'est pareil. On absorbe ces 0. Donc, ça devient quoi? 1.7, 1.3. OK? C'est pareil donc pour cela. Donc, ce qu'il faut alors noter, c'est que lorsque j'ai ici un automate maître qui est en liaison avec quoi? Des automates esclaves. Donc, on parle d'automates esclaves de liaison distante. Le Y là, il est toujours égal à 0. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir, par exemple, pourcentage Q1.2 ici. Donc, parce que sur les modules d'expansion, du moins sur les modules de les automates de liaison distante, on ne peut pas mettre de module d'expansion. Donc, je répète, sur les automates de liaison distante, donc les esclaves, on ne peut pas mettre de module d'expansion. Donc, ici, on ne peut pas avoir un ici, dans cette configuration. Ici, on a des modules d'expansion qui sont tous connectés à quoi? Au module de base. Donc, le X est toujours 0. Et en ce moment-là, le Y va changer en fonction du numéro du module d'expansion. Alors, nous arrivons au quatrième point où on va faire une application de tout ce qu'on a vu dans les points précédents. Et avant de continuer, n'oubliez pas de vous laver les mains contre coronavirus. Alors, on a ici deux graph-sets. Donc, le premier, c'est le graph-set point de vue partie commande. Et on a un graph-set de programmation. Alors, comment passer du graph-set point de vue partie commande au graph-set de programmation? Alors, on voit sur notre graph-set point de vue partie commande des distributeurs, des contacteurs, des étapes, des capteurs, des boutons pour soi. Et bien, on va les regrouper en trois types de variables. OK? Donc, les étapes de 1, 2, 3, donc de 1 jusqu'à 5. On va faire un tableau pour les étapes. Donc, on va parler alors de variables internes pour les étapes. Donc, étape 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le nombre d'étapes ici. On va faire un second tableau, voilà, pour les entrées. Donc, les capteurs, les boutons pour soi. Voilà, donc les capteurs, les boutons pour soi. Ici, voilà. OK. Donc, on va faire un tableau pour ça, qu'on va appeler les variables d'entrée.
Ok, donc on a init ici, 1S0, 4SM, 1S1, 2S, 1S0, qui sont en fait des éléments physiques, donc des capteurs qu'on va brancher sur quoi? Sur les entrées physiques des automates. Ok? Donc, ici j'ai mis, voilà, j'ai répertorié, voilà, donc j'ai tout mis dans le tableau ici. C'est ce qu'il faut faire pour chaque graph set. On voit au niveau des réceptivités qu'il y a 8S / X3, C1 égale à 20, qui sont en fait des réceptivités donc qu'on peut voir comme des entrées, mais ce sont en fait des variables internes. Ok? Donc on a, je mets ça sur le même alignement que entrée, voilà, mais j'ai juste mis un petit espace parce que ce ne sont pas des entrées physiques. Donc, juste pour faire la petite différence. Alors on a également des sorties, donc les distributeurs, ok, puis les contacteurs, donc un D+, un D-. Ce sont des éléments qu'on va brancher sur les sorties, ce sont des éléments physiques, voilà. Donc j'ai un D+ ici, un D- de km, donc les sorties, les actions externes. Et puis on a des actions qui sont internes du moins, donc L1 et puis C1, donc des actions de la temporisation et puis le comptage. Donc voilà, L1, C1. Voilà, c'est des sorties, mais ce n'est pas des sorties, c'est pas des actions externes. Voilà, ce n'est pas des éléments physiques qu'on va brancher sur les sorties. Mais ils sont, sur le graph set, ils sont au même niveau que les actions. Voilà, donc comment attribuer des adresses à ces différents éléments? On va y aller tout doucement. On va parler d'abord de quoi? Des variables internes, donc les étapes. On a vu que pour les étapes, il fallait utiliser des bits d'étapes qui sont des objets bits. Et donc pour le 1, qu'est-ce qu'on va faire? Pourcentage. OK. Donc on va mettre ici pourcentage X, donc bit d'étape, et puis 1, voilà, qui est le numéro de ce bit. Donc pourcentage X2, pourcentage X3, pourcentage X4 ici, et puis pourcentage X5. Voilà, aussi simple pour les... C'est très simple pour les variables internes, donc pour les étapes. Au niveau des entrées, ok, les entrées, comme on a vu, c'est des capteurs qu'on va brancher sur les entrées, ici. Donc ici, le premier bouton pour soi init, je vais le brancher sur cette entrée, ok, donc la voie numéro 0. Donc je vais mettre quoi ici? Je vais mettre pourcentage, ok, pourcentage I, parce que c'est une entrée, ok. Et puis, ici, on a juste quelques entrées, donc on n'a pas besoin de mettre des modules d'expansion, on est forcément sur le module de base, ok, on est forcément sur le module de base, donc le premier automate qui est un module de base. Donc, on peut absorber le 0, le hit, qui nous dit qu'on a affaire à un automate qui est maître. Voilà, donc je vais mettre quoi ici? 0, donc point 0, numéro de la voie. Ça devait être pourcentage I 0.0.0. Mais le 0 pour le hit, on l'a absorbé ici. Alors, le deuxième bouton pour soi, on va le mettre sur cette entrée. Donc, je vais mettre ici pourcentage I 0.1. OK. Et puis, je fais pareil pour 1S0, 1S1, 2S. Donc, je vais les mettre sur 2, 3 et puis 4. Donc, je vais mettre X ici, pourcentage du moins 0. OK. Point 2. Pourcentage I 0.3. Et pourcentage
et 0.4. Alors, le 0 pour le X, ça a été absorbé. Le 0 pour le X, ça a été absorbé. Alors, au niveau des réceptivités, 8 second slash I3, et puis C1 égale à 20, on a vu que c'était des cas particuliers, qu'il fallait alors, dans ce cas, pour la tempo écrit, pourcentage, ok, TM, c'était la première, enfin, c'est la tempo dont le numéro est 1, donc L1, 1 ici, et puis, point quoi, point Q ici. Pour le compteur, on a vu que c'était pourcentage C, voilà, donc compteur numéro 1, point quoi, point, et puis D ici. Pour les sorties, donc ici, le distributeur, on a un distributeur donc dont les bobines 1D plus et 1D moins fonctionnent sous 24 volts. Alors, où est-ce qu'il faut les brancher? Faut-il les brancher sur des sorties à transistor? Donc ça c'est la première sortie à transistor. Ou bien, donc ici c'est la deuxième sortie à transistor. Ou bien il faut brancher la bobine de notre distributeur sur des sorties à relais. Alors une bobine de distributeur, soit elle est alimentée, soit elle ne l'est pas. Je n'ai donc pas besoin de mettre ça sur des sorties à transistor. Je vais juste mettre cela sur des sorties à relais. Donc le relais, soit il est fermé pour alimenter la bobine, soit il n'est pas fermé. Il est ouvert du moins pour ne plus alimenter la bobine du distributeur. Donc je ne vais pas mettre mes bobines de distributeur sur les sorties à transistor. Donc je vais laisser tomber les deux premières sorties qui sont des sorties à transistor. Je vais mettre alors ici pourcentage ici, je suis sur une sortie, donc Q. On est sur le mètre, donc on peut absorber, on est sur l'automate mètre, donc on peut absorber le premier 0 pour X. Alors pour Y, on est sur le module de base, donc je mets 0 ici, point. Et on est, je l'ai dit, je vais mettre sur quoi? La sortie à relais, dont le numéro de la voie est 2, donc 2 ici. J'ai laissé tomber les deux premières sorties à transistor qui devaient donner 0 et 1, donc j'ai commencé par 2. Le deuxième, je le mets sur pourcentage Q0.3. Et puis le 2KM. On se souvient que le 2KM dans notre application, c'était un contacteur dont la bobine fonctionne sous 220 alternatifs. Oui, donc ces trois sorties-là ont le même commeur qui est 2, commeur 2 ici. Et comme les bobines des distributeurs que j'ai branchées ici fonctionnent sous 24, je vais connecter ce commeur à une source de 24 volts. Je ne peux donc plus mettre sur la voie numéro 4, je ne peux plus mettre quoi? Mon contacteur. Pourquoi? Parce que mon contacteur ne va pas utiliser les 24 volts. Lui, il fonctionne plutôt sous 220 volts alternatifs. Donc, il n'a pas les mêmes sources d'alimentation que les deux bobines de distributeur. Je vais chercher donc à l'isoler. Je vais le mettre sur une autre sortie à relais qui n'utilise pas le même commeur que cela. Donc, je peux le mettre sur 6, 7, 8, 9, voilà, ça dépend. Mais je peux le mettre sur 10 ici, ou bien je peux le mettre sur 14 ou 15. Mais je vais le mettre, je ne suis pas allé loin, je vais le mettre sur 6. Donc, je vais mettre ici, ok, pourcentage Q0, point, voilà, point 6. Point 6, voilà, qui est ici. Pas le même commeur. Donc ici, j'ai ce commeur qui sera relié à 24 volts courant
courant continu, et puis ce combat qui sera relié à quoi? 220 volts courant alternatif. Voilà. Donc les sorties à relais peuvent gérer jusqu'à 220. Alors, si j'avais une bobine de contacteur, donc si mon contacteur avait une bobine qui fonctionnait sous 24 volts courant continu, eh bien j'allais mettre tranquillement sur 24. Donc ici, à la place de 0.6, j'allais mettre 0.4. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bien, pour les sorties, du moins les actions, voilà, ici pour les actions internes, L1 et puis C1, je vais mettre simplement pourcentage, donc ici, pourcentage, ok, pour la tempo, c'est TM, et on a vu que le numéro était 1, pourcentage ici, C, le numéro ici est 1. Voilà. Voilà, donc ce qu'on fait, après avoir fait l'adressage, ce qu'on fait, c'est que on vient voir ici sur le graphe 7, étape 1. Mais le repère 1, 2 pour l'étape 2, jusqu'à 5. Pour les sorties, je vais remplacer les différents éléments par leur adresse. Donc celui-là, je remplace par son adresse. On a vu les adresses en bas ici. Voilà. Donc, on a vu ici un D+, par exemple. Son adresse, c'est pourcentage Q0.2. Qu'est-ce que je fais? Sur le graphe 7, où c'est un D+, ici, donc ici, je vais mettre quoi? Son adresse, qui est pourcentage Q0.2. Donc, je fais pareil pour les autres éléments. Je fais pareil. Je remplace chaque élément par quoi? Par son adresse. Donc, à partir de là, ce que j'obtiens est le graphe 7 de programmation. Je vais donc m'appuyer sur ce graphe 7 pour sortir, sinon pour écrire le programme qui sera transféré sur l'automate pour piloter le système une fois câblé. Alors, quelqu'un va remarquer tout de suite qu'on a changé les adresses des sorties, des variables telles que les entrées également. Mais pour les étapes, c'est resté tel. Et bien, avec Suido Suite, quand on écrit le programme, ben, les étapes au niveau du traitement séquentiel, ben, au lieu de mettre l'adresse pourcentage X1, ben, on met 1 pour le traitement séquentiel. Donc c'est au niveau du traitement postérieur qu'on commence à utiliser cela, les pourcentages X1. Donc ce qui fait que sur le graphe de programmation, on a laissé 1, 2 jusqu'à 5. Alors là encore, il ne faut pas oublier de se laver les mains et de porter peut-être son masque. Mais bon, si on est seul, pas besoin de porter le masque. Ici, on a un exercice et vous allez le faire et le rendre. Voyons, on a un graphe 7 PC. Graphe 7 PC ici. Alors, première question. Les distributeurs et le contacteur ont des bobines de 24 volts. Le voyant fonctionne sous 24 et puis tous les capteurs sont de type NPN avec une tension de 24 volts courant continu. Ce qu'on vous demande, c'est de faire l'affectation des adresses, des variables internes, des entrées et des sorties pour un automate Suido. Un peu comme on a fait dans l'application. Pour le 2, la question 2, on a cette fois des bobines pour les distributeurs de 24 volts, comme ici, seulement que le voyant et puis le contacteur fonctionne sous 220. Donc, ils sont plus sous 24 volts, ils sont à 220. Mais on a des capteurs qui sont de type PNP. Contrairement à ici où les capteurs sont de type NPN. Alors, on vous demande de
de faire encore à ce niveau. Donc, dans ces conditions-là, l'affectation des variables d'entrée et sortie, variables internes également, comme on a fait dans l'application du coût. Et puis, au troisième point, nous avons 4 SM et 5 SM qui sont des boutons pour soi. 1 S0, 1 S1, 2 S0 et 2 S1 sont des capteurs à commande mécanique. 3S est un détecteur de proximité magnétique. 3 fils. On vous demande simplement d'effectuer le schéma de raccordement à l'automate pour... Ici, vous faites le schéma de raccordement. Ici aussi, vous faites le schéma de raccordement. Voilà. Je vous l'ai dit en début de cours, je suis Eric Cassi, enseignant d'automatisme industriel au lycée technique de Boaké. Donc, ce cours a été fait dans le cadre de mon école à la maison, parce que les écoles sont fermées du moins, à cause de la crise à coronavirus. Donc, j'ai fait cette vidéo pour mes élèves. On va poursuivre le cours. Mon WhatsApp, c'est le plus 225, voilà, 0108 31 56. Alors, je demande à mes élèves de faire quoi, de suivre le cours, de faire l'exercice. On va échanger sur Hangout, visioconférence. Donc, je vais dans le groupe WhatsApp indiquer, on va échanger, on va voir quand se retrouver en ligne pour que vous puissiez poser des questions. Au niveau de Google Form, je vais laisser un lien pour cet exercice. Donc, vous pouvez déposer l'exercice quand vous allez faire. Vous pouvez nous suivre sur nos chaînes YouTube, iTech Lab, et puis, ou bien Eric Cassi. Je suis d'aller sur YouTube et puis de saisir. Voilà, un peu laborieux, mais on est devant un défi. Et on essaie d'utiliser les moyens qui sont à notre disposition. Beaucoup de courage à tous. Coronavirus va échouer. Gardons donc le cap. Mettons-nous au travail. Continuons. Je crois qu'il ne faut pas oublier les mesures de sécurité. Il faut se laver régulièrement les mains, porter son masque. Lorsqu'on sort, son cache-nez, voilà. Et puis, il faut éviter de saluer les gens. On peut les saluer mais sans se serrer les mains, voilà. Vous savez, on essaie de faire l'effort d'observer, il faut le faire, il faut observer les prescriptions d'hygiène et autres, mais au-delà, c'est le Seigneur qui nous garde et qui nous préserve. Alors, vivement qu'on retrouve le chemin de l'école avec la grâce de Dieu et que Jésus bénisse la Côte d'Ivoire.